bon réveil, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en pleine forme parce que beaucoup d'actualités au programme ce matin. Merci en tout cas d'être avec nous pour 2 heures en direct depuis Tel Aviv. On démarre avec les grands titres à la une des journaux arabes et israéliens ce matin. Cyril, bonjour. Les quotidiens israéliens s'attardent ce matin évidemment sur la lourde condamnation de l'ex-premier ministre israélien Ehud Olmert. Et oui, Barbara, l'image de l'ex-premier ministre israélien Ehud Olmert à la sortie de l'audience, la mine fatiguée, on la retrouve ce matin à la une de tous les journaux israéliens. Une photo flanquée de cette lourde sentence, 6 ans d'emprisonnement. C'est le titre choisi par nos confrères du Israël Hayom. Idem pour le Jerusalem Post en langue anglaise. Cependant que le quotidien à grand tirage Yediot Ahronot, lui, se contente d'un petit 6 ans. Le quotidien de gauche à Haaretz, lui, prend mot pour mot cette phrase cinglante du juge David Rosen. Un responsable public qui accepte des pots de vin est comparable à un traître. Et si le quotidien Israël Hayom salue, lui, le courage d'un magistrat qui n'a pas eu peur, l'éditorialiste Shimon Schiffer du quotidien Yediot Ahronot trouve que le juge y est allé un peu fort en accusant l'ex-premier ministre du crime suprême de trahison. Alors bien sûr, les commentaires abondent ce matin dans les pages de nos tabloïds israéliens. Pas moins de 4 éditos en une du Yediot. L'humiliation, jour de fête pour la justice, l'ordre et la loi. Voilà ce qu'on pouvait trouver ce matin dans l'Yediot. Dans son éditorial principal, le Haaretz, lui, se réjouit de l'exemplarité de la peine. Une peine qui, espérons-le, écrit le journal de gauche, rétablira une fois pour toutes la confiance perdue des Israéliens dans l'état de droit. L'immunité, c'est terminé, renchérit le quotidien. Il faut à tout prix mettre fin à cette trop longue tradition de corruption au sein des élites politiques israéliennes. Et puis avec cette infographie intitulée « L'ascension et la chute », le Israël Hayom revient ce matin sur la carrière politique de cette ancienne figure de proue de la droite nationaliste, reconvertie au pragmatisme politique. Député à l'âge de 28 ans seulement, puis maire de Jérusalem pendant près d'une décennie, Olmert devient ministre en 2003, avant de succéder à Ariel Sharon au poste de Premier ministre en 2006. Et puis enfin en 2008, il est fragilisé par des scandales de corruption, ce qui le conduit donc à abandonner son poste de Premier ministre en 2008. La justice a donc fait son travail, nous dit la presse ce matin. Et ce ne sont pas les gardiens de prison israéliens qui vous diront le contraire. Devant les cellules de l'ancien président, de l'ancien ministre des Finances ou encore d'un ancien député, vous voyez donc ces 2 agents pénitentiaires se réjouir. Tiens, on est devenu célèbre. C'est une caricature à savourer donc ce matin, une caricature de mots chic à savourer dans le quotidien Yediot Ahronot. Ça vous fait rire, Avira Magolan, cette caricature? Et si je ris pas, je vais pleurer, si vous voulez. Non, mais vraiment, c'est une drame ou bien presque une tragédie de voir ancien président, ancien ministre de Trésor, ancien ministre si vous voulez, il y avait, d'Intérieur, de la Santé qui était Benizri, etc., etc. Et maintenant un Premier ministre. Un Premier ministre, ça vraiment, ça va pas de soi. Voilà, c'est une histoire pas terrible très, très pour Israël. On en reparle avec vous dans un instant de ce procès Olmert. Pour l'heure, Cyril, direction la Syrie. On parle évidemment de la démission du médiateur des Nations Unies. Le signe peut-être que la communauté internationale a définitivement abandonné le pays. En tout cas, la presse arabe s'en fait l'écho ce matin. Eh oui, c'était pourtant donné beaucoup de mal, Lardar Brahimi, comme sur cette photo du quotidien libanais Al-Akhbar, sur le perron de l'Élysée. On le voit ici après une rencontre à Paris avec l'opposition syrienne. Mais la mission était devenue presque impossible, nous dit le quotidien libanais, si bien que ce diplomate octogénaire d'origine algérienne a fini par jeter l'éponge moins de 2 ans après sa nomination. Alors, il avait certes réussi à organiser un face-à-face entre le régime et l'opposition en début d'année, vous vous en souvenez, à Genève, mais les divisions profondes, nous dit le journal, ont finalement eu raison de son optimisme forcené. Ce n'est pas vraiment une surprise, écrit le journal libanais, proche du Hezbollah, rappelons-le. Non, ce n'est pas une surprise, car Brahimi avait affirmé que les prochaines élections présidentielles en Syrie, sonneraient le glas de ses efforts diplomatiques. Allez, on termine avec nos voisins du Golfe Persique et ce revirement diplomatique assez surprenant. Riyad annonce qu'il est prêt à négocier avec son voisin iranien. Et oui, c'est en tout cas ce qu'a annoncé hier le chef de la diplomatie saoudienne, le prince Saoud Al-Faisal, qui a invité son homologue iranien à se rendre à Riyad. C'est donc à la une du journal Pan-Arabe Al-Hayat. Et c'est plutôt une surprise car jusqu'à présent, vous le savez, l'Arabie saoudite était restée insensible aux offensives de charme du nouveau président iranien, Hassan Rouhani. La
l'Arabie saoudite qui, vous le savez, ne porte pas dans son cœur sunnite, son grand rival chiite, ni pour son programme nucléaire, ni pour son implication dans le conflit syrien. Le conflit syrien qui, vous le savez, a des répercussions sur la politique libanaise, si bien que le caricaturiste du plus vieux journal libanais, An-Nahar, en est convaincu. Vous la voyez ici, cette caricature. Le rapprochement entre Riyad et Téhéran va enfin mettre fin au vide et accélérer l'élection d'un nouveau président au Liban. Donc on voit bien le chef de la diplomatie iranienne et le chef de la diplomatie saoudienne tenir la moitié d'une chaise sur ce qui pourrait être donc le nouveau trône du président libanais. Merci beaucoup Cyril, on se retrouve tout à l'heure. C'est donc du jamais vu en Israël, un premier ministre condamné à de la prison ferme, 6 ans exactement dans le pays. On le vit comme un véritable tremblement de terre. On va en parler dans un instant. Aviram, vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je vous propose avant cela un rappel des faits en images. C'est un verdict qui déjoue tous les pronostics, un véritable coup de tonnerre dans le monde politique en Israël. Ehud Olmert a été condamné ce mardi à une peine de 6 ans de prison ferme par le tribunal de district de Tel Aviv. L'ancien Premier ministre écope aussi d'une amende d'1 million de shekels, soit près de 210 000 euros. Celui qui accepte des pots de vin ou en propose est corrompu et mérite d'être emprisonné pour une longue période. Une sentence supérieure à ce qu'avait requis le parquet au début du mois. Car en plus des accusations de corruption, Ehud Olmert avait été reconnu coupable de faux témoignages, un délit passible de 2 à 4 ans d'emprisonnement. Le jugement est très sévère, même une grande partie de l'énoncé des juges était très sévère. Vous avez entendu Olmert à la dernière session, il n'a pas accepté des pots de vin et il se considère toujours innocent. Il présentera un recours en appel devant la haute cour. Les avocats d'Ehud Olmert ne désespèrent pas de prouver l'innocence de leur client et lui éviter ainsi la prison. Ce dernier est d'ailleurs apparu étonnamment serein et détendu à l'annonce du verdict, une attitude que certains attribuaient à du déni et qui, selon des sources judiciaires, aurait convaincu les juges de lui administrer une peine exemplaire. Ce jour marque un tournant décisif dans la vie publique de l'État israélien. Le tribunal a dit haut et fort assez de ces pratiques, assez de cette corruption au sein des autorités. Le résultat et la décision du tribunal prouvent que les anticorps de la société israélienne sont toujours actifs. Une détermination qui laisse à Ehud Olmert une faible marge de manœuvre et surtout peu d'espoir sur un éventuel allègement de sa peine. Une certitude désormais, le scandale immobilier d'Holy-Land à Jérusalem aura eu raison de l'avenir politique de l'ancien Premier ministre israélien. Avia Magolan, vous êtes donc notre invitée ce matin. Vous êtes écrivaine, journaliste, notamment dans le quotidien de gauche Haaretz. Alors j'aimerais comprendre votre avis sur la question. Est-ce que ce verdict dans le procès Olmert, c'est un jour de fête pour la justice israélienne, pour l'égalité de tous face à la loi, ou c'est un jour de deuil quant à l'état de la société israélienne ? On ne peut pas regarder sur cette affaire seulement vis-à-vis 7 jours-là ou cette semaine. Ce n'est pas seulement le verdict. Bon, le verdict est très très important si on veut comprendre ce qui se passe maintenant. C'est ni fête ni deuil, mais je suis vraiment inquiète parce que ce qu'on voit maintenant, c'est pas l'affaire Olmert qui est finie, qui est vraiment finie maintenant. Ce qu'on voit maintenant, c'est que la corruption au sein de la politique israélienne, au sein de la société et les élites israéliennes plutôt, est si profonde que la situation de cette société est vraiment en péril. Et ce que je crains vraiment, c'est le fait que la démocratie israélienne est en tout cas très fragile. Pourtant, il y a la justice et elle fait son travail. Les peines ont été extrêmement sévères. C'est le garde-fou de la démocratie, la justice. Vous êtes inquiète malgré ce Oui, élément ? parce que c'est vrai que la force de la justice en Israël est encore très impressionnante. C'est vrai. Mais si on demande un peu ce qui s'est passé à l'histoire, à l'histoire des non-voisins,
par exemple, la Tunisie, l'Algérie, la Turquie, la Grèce, etc., etc., on peut comprendre que la corruption n'arrête pas, même au sein du système judiciaire. Israël est plus proche de ses voisins méditerranéens en termes Bien de culture sûr. que des pays du centre de l'Europe, par exemple, des pays méditerranéens où les bases démocratiques finalement sont plus fragiles. Un pays qui risque de flancher peut-être à tout moment, c'est le cas d'Israël ? Oui, c'est le cas d'Israël parce qu'il y a des autres éléments qui sont vraiment similaires. Si on voit, par exemple, la tradition en Israël et le lien qu'on a avec les rabbins, avec la religion, c'est pas le cas ni de la France ni de l'Angleterre, par exemple. Vous comparez Israël à l'Iran ? Non, pas maintenant, mais ça peut arriver. Ça peut arriver parce qu'on cherche. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce que je vois maintenant, c'est la perte totale de confiance aux politiciens. Et ce qui est pire, c'est ce qu'on perd. Le public a perdu la confiance à la politique elle-même. Alors on dit tout. On dit, ça se voit dans les rues, quand on parle avec les gens, on entend cette phrase et encore et encore. Tous les politiciens ne sont pas honnêtes. On ne peut pas croire ni les politiciens, ni les banquiers, parce que ce n'est pas seulement Olmert qui était condamné hier, mais il y a aussi le président de la banque, la plus grande banque en Israël. Il y a l'ingénieur de la ville Jérusalem. Il faut faire gaffe parce que là, vraiment, il y a des gens, c'est toutes les nouvelles élites israéliennes qui sont là. C'est un lien. Est-ce que la justice, par cette sentence, n'a pas voulu donner un message à ces élites financières et établit maintenant de nouveaux standards pour les hommes politiques et les élites financières ? Tout à fait. Et vous n'êtes pas rassuré ? Pas encore. Il faut voir encore et encore. C'est vrai qu'il y a un esprit là. Il y a un esprit là qu'on peut sentir à partir de cette verdict. Il y a un esprit. Et si vous voulez, c'est un nouvel esprit, c'est-à-dire quelque chose que les maires, les autres politiciens peuvent comprendre maintenant que c'est trop dangereux de continuer avec cette corruption. Mais de l'autre côté, il y a un autre esprit. Il y a un autre esprit et on l'entend très très bien aujourd'hui, ce matin, à l'entourage de Olmert, à l'entourage de beaucoup de politiciens. Ils disent, mais le juge a exagéré. Le juge n'a pas exagéré en traitant Ehud Olmert de traître. Je ne sais pas. Il y a un petit vent de scandale qui tourne en Israël en ce moment autour de ce mot utilisé. Voilà. C'est quand même très fort, l'accusé de traîtrise. Non seulement que c'est très fort, mais ça signifie quelque chose. Ça signifie exactement cet esprit nouvel que dit, en effet, il faut comprendre que ces choses-là sont très, très graves. Et là, il y a deux côtés, et c'est bien connu, hein, il y a deux côtés dans la société israélienne. Et on peut le voir, on peut les voir de ces deux côtés, parce qu'il y a d'un côté, il y a Israël Hayom, qui est le journal, en effet, très, très proche du pouvoir. De l'autre côté, il y a Yediot Ahronot, qui est très très proche à Ehud Olmert, qui est contre Benjamin Netanyahu. Alors on voit les différences, on peut les voir dans les deux journaux, et ça vraiment c'est inquiétant, il faut le dire, hein. C'est inquiétant, parce que ce n'est pas même gauche et droite, mais ça pro et anti-pouvoir, quoi. Non, ça sent des intérêts surtout économiques, surtout fiscaux. Ça sent des intérêts qui sont... Très inquiète, hein, Virama, sur l'état de la société israélienne. Dans un édito que vous signez sur notre site, qu'on conseille à tout le monde, vous utilisez des mots très durs. Vous parlez d'une forme dégoûtante, ostentatoire et hédoniste de la débauche et du profit, rappelant les derniers jours de Pompéi. C'est lourd comme accusation. Parce que si vous regardez les politiciens, pourquoi on est aussi les politiciens israéliens? Parce que
on est dans un État qui existe seulement 66 ans. Que moi, autant d'enfants, je me souviens des leaders d'Israël, de Ben Gurion, Sharet, même Begin, etc., qui menaient des vies très modestes. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est surtout les politiciens, l'élite, les nouvelles élites israéliennes, les banquiers, les gens qui sont dans le pouvoir, qui mènent une vie beaucoup plus gâtée, si vous voulez, que les leaders européens dans les pays beaucoup plus riches. Merci beaucoup. Avi Rama d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, on parlera de ce terrible accident dans une mine en Turquie. Tous les détails après un nouveau journal. Un quart des adultes dans le monde seraient antisémites. C'est le résultat assez surprenant d'un sondage publié par la Ligue anti-diffamation. Bonjour Boaz Bismuth. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sondage? Qu'un quart, ne même pas trop. Non mais maintenant, pour être sérieux, peut-être si vous me permettez de commencer par une petite histoire. Ouais. Vous savez, je suis dans ce métier depuis 30 ans. Et vous savez que dans ce métier, je voyage beaucoup, y compris dans les pays soi-disant, ou pas soi-disant, interdits pour un Israélien. Les pays arabes, 18 pays de la Ligue arabe, y compris en plus des pays musulmans comme l'Iran et l'Afghanistan, des pays dans lesquels vous trouvez beaucoup de personnes qui sont hostiles à Israël. Et puis je dois vous rappeler que quand je pars, par exemple, quand je voyage en Syrie ou quand je voyage au Liban ou lorsque j'étais en Libye, y compris dans la période Kadhafi ou en Irak, la période de Saddam Hussein, l'aimer, la nourriture, le comportement des personnes, ça me rappelait moi Israël, la maison, parce qu'on a beaucoup de choses en commun. En 97, on m'a demandé de couvrir le congrès du Front National à Strasbourg. Vous savez combien de temps je suis resté à l'intérieur? 7 minutes avec la montre. Parce que là, j'ai rien à faire avec ces gens-là. Et justement, ce sondage-là m'inquiète beaucoup. Parce qu'on espère que justement, c'est seulement parmi les sympathisants de certains partis que vous trouvez des gens avec des thèses aussi affreuses et horribles. Et là, vous voyez un sondage qui m'inquiète pour 2 raisons. D'abord parce qu'un quart des adultes dans le monde se disent antisémites. C'est vrai que l'on voit des pays dans lesquels le taux d'antisémites est très bas, comme dans le Laos, 0,3%. Mais là, je crois que c'est parce qu'ils n'ont jamais peut-être vu de juifs, malheureusement. Donc, on ne sait pas comment le prendre. Mais ce qui m'inquiète beaucoup dans ce sondage, justement, c'est qu'on est dans un monde où il y a la connaissance, où il y a le savoir, où on prétend que grâce au net, grâce à l'Internet, les gens peuvent lire, peuvent comprendre et que le monde devient un petit village. Et finalement, on voit que les choses, les mots de ce monde, les anciens mots, restent là avec nous de façon permanente. Mais ce qui m'inquiète encore plus dans ce sondage, vous m'invitez ici régulièrement et on parle beaucoup, bien sûr, du processus de paix. On parle beaucoup de nos voisins palestiniens avec qui on a hâte, bien sûr, de conclure un accord, bon ou mauvais. Plutôt bon, c'est mieux, je pense, pour l'avenir. Et quand vous voyez que dans les territoires, 93%, d'après ce sondage, où 54 000 personnes ont été quand même questionnées dans plus de 100 pays ou régions, et 93% se disent antisémites. 93% des Palestiniens. Justement, et ça pour moi c'est la chose qui m'inquiète parce que moi j'ai toujours voulu espérer, croire, penser que le problème avec mes voisins est un problème territorial. Et justement, des sondages comme ceux-là prouvent encore une fois que c'est un problème aussi religieux. Et qui dit religieux dit à quel point... Politique peut-être, c'est lié à Israël, si les Palestiniens se disent antisémites. Est-ce qu'il y a un lien forcément entre l'antisémitisme et Israël aujourd'hui? Mais on revient encore une fois à cette fameuse revendication israélienne d'accepter un État juif, et cette, ce non permanent de la part des voisins, que ce soit Hamas ou autorité palestinienne, Haniyeh ou Abou Mazen, d'accepter une telle chose. Et là, dans des sondages comme ceux-là, vous comprenez un peu aussi pourquoi. Pas seulement, mais aussi. Alors, vous l'avez dit, c'est plus de 50 000 personnes interrogées dans 102 pays et plusieurs stéréotypes antisémites, finalement, leur ont été proposés à ces sondés. Ils devaient répondre par l'affirmative ou le négatif, s'ils sont d'accord ou pas avec ces stéréotypes. Vous parliez des Palestiniens. Les Juifs sont plus loyaux envers Israël qu'envers leur propre pays. C'était un des stéréotypes et il a eu beaucoup de succès, vous le comprenez ? Alors, je le comprends, mais là, encore une fois, c'est faux. Et là aussi, on peut donner des exemples sur le terrain. Allez, parlons maintenant aux Juifs de France, par exemple, qui nous regardent, je pense. Alors, moi, j'ai toujours apprécié, lorsque j'étais correspondant israélien en France, il y avait, par exemple, lors de la deuxième intifada, ces fameuses, le boycott, par exemple, des universitaires israéliens. Souvenez-vous à Jussieu, par exemple. Et lorsque les Juifs français sont venus manifester contre ce boycott, ils sont venus avec des drapeaux français, pas israéliens.
Alors si certains peuvent dire que nous, Israël, on est la femme ou la maîtresse, on est plutôt la maîtresse. Alors il y a d'autres stéréotypes, des clichés comme ça qui ont été posés aux sondés, et il y en a un qui revient depuis évidemment, l'argent. Des décennies. Les Juifs ont trop de pouvoir dans le monde des affaires, sur les marchés financiers, dans le monde des médias. Pourquoi c'est un argument récurrent comme ça ? Parce que c'est vieux aussi, là aussi, comme le monde. Parce que, par ailleurs, il y a aussi des raisons. Vous savez très bien aussi, parce que même, par exemple, dans le pays musulman, celui qui donnait les prêts, l'argent, toujours, c'était le juif. À Paris aussi, souvenez-vous, quand vous êtes à Saint-Augustin, vous voyez encore les anciennes banques de France gérées par des juifs. Le monde des affaires, donc ça, c'est quelque chose qui est vrai. Mais c'est pas que ça, malheureusement. Vous êtes en train de nous expliquer que c'est vrai. Non, j'explique que c'est vrai, mais que c'est pas quelque chose de méchant. C'est pas unique aux juifs, mais c'est vrai qu'aussi, on regarde cela comme quelque chose de négatif. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Donc c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Il est vrai aussi que le monde, lorsque vous allez encore aujourd'hui dans certains pays musulmans où il y a encore des communautés juives, c'est le juif qui fait des prêts parce que dans l'islam, il y a certaines, d'après la religion, on ne peut pas faire certaines choses que le juif peut faire. Et donc, bien sûr, on retourne à l'argent et voilà, l'argent. Mais j'invite justement ceux qui ont répondu à ce sondage de façon affirmative de venir en Israël et de découvrir qu'en Israël aussi, croyez-moi, il y a une classe moyenne et même des pauvres. Voilà. Et que le juif aussi a des débits à la banque. Est-ce que, Boaz, contre l'antisémitisme, il y a des choses à faire ou c'est un combat perdu d'avance ? Non, d'abord, rien n'est perdu d'avance. Déjà, je pense qu'aujourd'hui, j'ose espérer que le fait déjà que les antisémites, au moins dans les milieux que je connais ou dans le monde que l'on est, ont honte de le revendiquer ou de le dire, c'est déjà un grand succès. Savoir que c'est quelque chose de négatif, ça c'est déjà quelque chose. Il est vrai aussi qu'avec la remontée maintenant des partis d'extrême droite en Europe que l'on voit en ce moment, ça c'est un grand problème parce qu'encore une fois, on n'a pas honte d'être extrême droite et qui dit extrême droite dit aussi généralement aussi antisémite. Mais je pense que le travail d'éducation doit continuer. Mais là aussi, il y a un problème. Parce que dans ce sondage aussi, je pense que presque la moitié, presque 50% aussi, n'ont jamais entendu parler de la Shoah. À la Shoah, bien sûr, c'est un travail d'éducation. Quand vous voyez aujourd'hui dans une école américaine, il y a quelques semaines, où le professeur ne voulait pas enseigner la Shoah. Lorsque vous voyez dans des écoles en Europe, y compris en France, où c'est une certaine démographie, trouve que justement, la Shoah n'est pas un problème mondial, mais quelque chose de politique qui est en faveur des Juifs. Qui dit Juif, dit Israël. Donc vous voyez un petit peu le problème, même du rôle éducatif aujourd'hui, parce que tout est mêlé, comme vous avez dit vous-même, tout est mêlé à la politique, d'où le problème. Alors on va parler d'autre chose à présent, mais vous en parliez, les Israéliens qui ont des problèmes d'argent, ça existe. Bien sûr, c'est pas un scoop. C'est pas un scoop. Les classes moyennes ont du mal à finir leur fin de mois et au cœur de l'actualité israélienne en ce moment. Ce projet de loi, il est signé Yair Lapid, le ministre des Finances, prévoit d'exempter de taxes certains citoyens pour l'achat d'un premier appartement. Seulement voilà, les critères de sélection font scandale dans le pays. Voici les explications d'Eli Oschenberg avec Léa Volbert. Un jeune qui sert dans l'armée et qui risque sa vie est un meilleur citoyen. C'est en ces mots que le ministre israélien des Finances Yair Lapid a défendu son plan d'exonération de TVA, un plan qui a suscité de nombreuses objections. Les prix du logement en Israël ont grimpé en flèche ces dernières années, devenant une préoccupation majeure au cœur du débat public. En 2011, cette crise sociale avait réuni 1 million de manifestants dans les rues d'Israël. Depuis, le gouvernement tente de formuler un plan de réforme du marché immobilier. C'est ce que compte faire Yair Lapid. Dans le cadre de cette réforme, l'acquisition d'un premier appartement jusqu'à 1,6 million de shekels, soit 335 000 €, sera exonérée de TVA. Ceux qui n'ont pas fait leur service militaire ou leur service civil pourront également bénéficier de cet avantage, mais uniquement pour des habitations coûtant jusqu'à 600 000 shekels. Nous n'avons pas à nous défendre d'être sionistes. Ceux qui donnent plus recevront plus. Israël a le droit de se battre au nom de ses principes et au nom du lien entre droits et devoirs. Cette nouvelle loi s'inscrit dans la continuité de l'annonce faite par Lapid en mars dernier. Il proposait alors de baisser le prix des habitations pour les jeunes familles. Le bureau du procureur général avait déclaré que le projet de Lapid n'obtiendrait probablement pas l'accord de la Cour suprême si une requête devait être déposée. Le ministre a donc revu sa copie afin d'y apporter les retouches nécessaires à l'approbation du procureur. Suite à l'annonce de cette proposition, des députés des partis arabes et orthodoxes ont crié à la discrimination. Ils promettent d'adresser une requête à la Haute Cour de justice d'Israël.
Boaz, vous en pensez quoi de ce projet de loi? Moi, je ne sais pas quel est le taux d'antisémites qui regardent l'émission. J'espère beaucoup, non, mais je m'amuse bien sûr. Et lorsqu'ils ont vu justement maintenant ce reportage, donc on a vu les problèmes qu'il y a en Israël. Mais juste quelque chose aussi que j'aimerais bien ajouter. Vous savez qu'aujourd'hui en Europe, et pas seulement, il y a des problèmes économiques. Et ça aussi, malheureusement, bien sûr, parce que lorsque X n'a pas d'argent, pour lui, dans sa petite tête, qui a de l'argent, bien sûr, c'est le juif. Et bien sûr, les chiffres qu'on voit maintenant d'antisémitisme peuvent juste monter, parce qu'encore une fois, ce mythe va encore une fois accélérer à nouveau. Restez avec nous, Boaz, à présent l'actu internationale en quelques clics. C'est avec vous, Betsabé, bonjour. Bonjour Barbara. Et on commence évidemment ce matin par ce terrible accident dans une mine en Turquie. Oui, c'est une mine d'un puits de charbon qui a explosé dans l'ouest du pays. À l'origine, un problème électrique. Alors, il y avait quasiment 800 personnes au moment de l'explosion. Beaucoup ont pu s'échapper, mais 200 personnes au moins ont perdu la vie. Il faut savoir qu'il y a encore plusieurs personnes qui sont coincées, inaccessibles. Alors, que font les secouristes? Déjà, ils ont un énorme problème. C'est que ces tunnels dans les galeries font plusieurs kilomètres et ensuite ils essayent d'injecter de l'air frais puisqu'en fait le risque principal pour les personnes qui sont coincées, eh bien, c'est le manque d'oxygène bien sûr. Alors les secours s'activent. On notera quand même qu'en Turquie les explosions dans les mines sont fréquentes, c'est pas la première fois, surtout dans le secteur privé où bien sûr les normes de sécurité ne sont pas toujours respectées. Voilà, et on suit évidemment cet événement de près sur i24 News. On parle à présent de la Syrie. Le régime a utilisé à 14 reprises des armes chimiques depuis le mois d'octobre. C'est ce qu'a affirmé Laurent Fabius hier depuis Washington. Oui, alors Bachar el-Assad semble bien décidé à continuer à utiliser ces armes chimiques. Plusieurs utilisations avaient été confirmées l'été dernier, je vous rappelle. Alors elles auraient été utilisées 14 fois contre les rebelles et les civils, on le rappelle, et ce depuis un peu plus de 6 mois, comme vous l'avez dit, depuis octobre 2013. Parmi les agents utilisés figurait le chlore qui est rarement mortel et qui n'est pas cité surtout dans la liste des armes qui est interdite et que la Syrie s'est engagée à détruire. On écoute tout de suite le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius. Le régime de Bachar el-Assad s'est engagé à détruire complètement les armes chimiques. En réalité, aujourd'hui, 92% de ces armes chimiques sont détruites. Donc, simple soustraction, Barbara, il resterait donc 8% de ces armes. En avril, les États-Unis assuraient disposer d'éléments selon lesquels du chlore ou une substance du même genre avait été utilisée déjà dans le village de Kfar Zita. C'est ce que vous voyez sur ces images. Alors, ces attaques se seraient rarifiées, mais elles n'en seraient pas moins mortelles. Et puis, autre déclaration de Laurent Fabius, toujours hier, une pique à l'encontre des États-Unis. Les États-Unis qui ont fait marche arrière, je vous le rappelle, l'été dernier, quand la France et le Royaume-Uni voulaient intervenir. Donc, il a rappelé, voilà, tout à fait, la France donc est déçue. À l'époque, un grand dirigeant avait dit c'est la ligne rouge, c'est ce qu'a dit Laurent Fabius, donc une pique pas très cachée envers Barack Obama. Boaz. Évidemment, il a ajouté bien sûr que peut-être les choses auraient été aujourd'hui différentes en Syrie, mais qu'on ne peut pas réécrire l'histoire. Et justement, tout est là. On sait très bien que dans le dossier syrien, les Français peut-être étaient les plus, les plus virulents. Et puis on sait ensuite, par la suite, quelques semaines après, on a même découvert que les avions français étaient déjà prêts même à décoller. Grande déception de la part de la France. Maintenant, concernant le fait que Assad continue le régime d'utiliser de l'arme chimique, et d'après les Français même, ça a été fait 14 fois depuis octobre 2013, donc depuis cet accord, et bien en fait ce que l'on voit, c'est que aussi encore une fois l'Israël en avait raison de ne pas croire à la bonne volonté syrienne. Et encore une fois, cet accord américano-russe était quelque chose qui était très pressant, surtout pour les Américains. Encore une fois, et je prends le parallèle maintenant avec les négociations qui se déroulent aujourd'hui avec l'Iran. On est dans un monde aujourd'hui qui est tout sauf va-t-en-guerre. Et Israël, là aussi, est inquiet. Il y a peut-être raison de l'être. Oui, la Syrie, c'est pas très loin pour ceux qui ne connaissent pas leur géographie. Allez, on poursuit l'info qui fait le buzz ce matin. C'est cette étude française sur les risques courus par les utilisateurs réguliers de téléphones portables. Très bonne transition. Vous courez des risques, Boaz, si vous êtes trop accroché à votre téléphone. Ah, c'est vrai. Alors selon cette étude, Barbara, eh bien, l'utilisation massive du téléphone portable entraîne un risque accru de développer, Boaz, une tumeur au cerveau. Alors, une enquête a été faite sur des personnes dans plusieurs régions françaises et la corrélation a été établie. Je vous rappelle quand même que ce n'est pas la première fois qu'on en parle, c'est juste une étude de plus qui ne fait que confirmer ce risque. Combien de temps il faut passer accroché à son téléphone pour encourir un risque? Alors, l'équipe de chercheurs de l'Université de Bordeaux a observé une augmentation des risques de tumeurs cérébrales au-delà de 15 heures d'appel par mois. Ça fait une demi-heure par jour. Et oui, je vous vois calculer le matin dans la voiture, à midi, le soir, ça va vite. Tous, je pense, hein. Alors, si vous prenez la population française en son ensemble,
fait, on n'y arrive pas, puisqu'en moyenne, les Français passent 2h30 par mois au téléphone. Cela dit, si vous prenez quelques professions comme les commerciaux ou les agents immobiliers, par exemple, alors là, on dépasse de loin cette demi-heure. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux vous faire un cadeau. Tenez, voilà. Alors déjà, comment ça, voilà, ça ne me fait pas peur. Moi, je suis loin de la demi-heure. Moi, je suis au SMS. Et surtout, voilà. si vous achetez déjà un portable de nouvelle génération, sans donner de marque, vous courez moins de risques. Parce qu'en fait, ces portables sont tellement puissants qu'en fait, ils vont beaucoup moins travailler pour capter un bon réseau. Donc déjà, on élimine les vieux portables de grand-mère, les cadeaux de Noël d'il y a 10 ans, etc. Ensuite, on opte pour les kits main libre. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous éloignez le portable de votre oreille. Et donc, les risques sont énormément. Voilà, tous les trucs à la Star Trek, ça, c'est super. Et moi, ce matin, j'ai gagné un nouveau portefeuille. Alors, mal, hein. je continue, vous évitez de téléphoner en voiture, Barbara, en taxi, en bus, en métro, en roller, je ne sais pas, et en planche à voile. Pourquoi? Parce que quand on se déplace, le portable va beaucoup plus travailler, il va augmenter sa puissance pour capter les antennes. Et c'est la même chose dans la maison de campagne de tante machin. Si vous êtes au fin fond de la campagne, vous évitez, puisque là aussi le travail cherche, et là, vous vous en prenez plein la figure. Et il ne faut pas avoir honte de dire à quelqu'un à l'ascenseur d'éteindre son portable, parce que ça, c'est le pire, c'est dans l'ascenseur. Allez, un séminaire sur les robots tueurs se tient à partir d'aujourd'hui à l'ONU. C'est quoi les robots tueurs? Alors c'est une réunion d'experts en fait sur les armes létales autonomes, en fait des armes qui sont capables de tuer sans l'ordre de l'humain. Alors il y a beaucoup de débats derrière ce débat, derrière ce séminaire, et c'est pour ça que ça m'intéresse. Il est question d'armes qui sont susceptibles de tuer, on l'a dit. Alors il y a les partisans qui disent que comme ça les hommes prennent moins de risques, on n'expose plus l'humain au danger du combat. Par contre, les détracteurs comme Human Rights Watch et d'autres ONG rajoutent quand même, précisent qu'il reste indispensable pour toute décision concernant le recours à une arme mortelle de pouvoir disposer d'un jugement humain, notamment en cas de situation imprévue. Merci beaucoup, Betsabé. C'était votre vision de l'actu internationale avec vos clics. Merci beaucoup. Merci. Boaz. À suivre, on en parlait, l'Iran et les grandes... J'ai gagné un téléphone portable. Vous avez gagné un téléphone, mettez-le rapidement dans votre poche. L'Iran et les grandes puissances sont donc entrés hier soir dans la phase la plus délicate, mais également la plus décisive des négociations, à savoir la rédaction d'un accord final. On y revient après un nouveau journal. L'Iran et les grandes puissances ont démarré hier soir la phase la plus décisive, mais aussi la plus délicate de leurs négociations, à savoir la rédaction d'un accord final pour l'arrangement du programme nucléaire iranien. Cyril, on vous retrouve pour comprendre comment la presse arabe et iranienne commente cette phase décisive. Oui, une presse iranienne avec une tonalité très contrastée ce matin, car même si le quotidien iranien en langue anglaise Iran Daily annonçait la reprise des pourparlers donc en vue d'un accord définitif, et que le quotidien gouvernemental Iran estime que les négociations sont à un point décisif, eh bien, rappelons Barbara qu'il y a encore 2 jours à peine, l'Iran avait durci le ton. C'était donc Ali Khamenei qui s'en était pris aux dirigeants occidentaux. Donc c'est dire s'il est difficile de prédire l'issue de ce nouveau cycle de discussion. Le guide suprême de la révolution islamique iranienne Ali Khamenei qui avait jugé il y a 2 jours stupide et idiote, je cite, la volonté des occidentaux de limiter le programme de missiles de l'Iran. Puis c'était au tour du président Rouhani de jurer lui aussi qu'il n'accepterait pas que son pays soit victime, je cite, d'un apartheid nucléaire. Le terme est à la mode visiblement. Nous ne céderons même pas d'un iota, a-t-il dit, à notre technologie nucléaire. Des déclarations fidèles à l'esprit de la révolution selon le quotidien conservateur Siyasat Erouz, qui dit dans son édito d'il y a 2 jours, les déclarations du président ont réchauffé le cœur de ceux qui se soucient de la révolution. Ces paroles témoignent du caractère révolutionnaire de leur orateur. Fin de citation donc pour le Siyasat Erouz, qui on sait est un quotidien très conservateur. Il y a peut-être donc de la part de Rouhani un double discours, peut-être un discours à l'attention des conservateurs, un discours qui ne veut rien céder sur le nucléaire, et puis un discours beaucoup plus ouvert sur l'Occident, avec l'offensive de charme à l'attention du monde extérieur, qu'on retrouve d'ailleurs plus souvent dans les quotidiens en langue anglaise, et c'est certainement pas un hasard. Et puis plus nuancé, on a aussi le quotidien gouvernemental Iran qui estime que accepter les négociations avec l'Occident sur le programme nucléaire, eh bien cela constitue une avancée pour la République islamique et une manière de désarmer les opposants au régime, une offensive de charme donc qui paye, selon l'éditorial du Iran Daily ce matin, puisque vous allez voir, l'Iran, nous dit l'éditorial,
éditorial, se rapproche de ses voisins, le Pakistan, mais aussi l'Arabie saoudite à présent. On l'a vu avec cette invitation faite par le chef de la diplomatie saoudienne, Al Faisal, qui a donc invité son homologue Zarif à visiter Riyad pour commencer à négocier donc entre les deux rivaux sunnites et chiites, l'Iran, le Pakistan et l'Arabie saoudite, qui constituent donc, selon l'éditorialiste du Iran Daily, qui constitue désormais un axe de la paix. C'est peut-être un comble, Barbara, mais c'est donc avec un statut de pacificateur régional que les négociateurs iraniens vont se rendre à Vienne pour un nouveau round de négociations. Voilà pour ce tour d'horizon de la presse iranienne à ce propos. Merci Cyril, restez avec nous. Nous sommes à présent en ligne avec Christian Mallard, consultant à 24 News et grand spécialiste des questions internationales. Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Bonjour, Barbara. On vient de l'entendre, Khamenei déclare que l'Iran ne cédera pas à la pression. Rouhani déclare que son pays ne renoncera pas à son programme nucléaire, mais est seulement prêt à plus de transparence. Les Américains ajoutent cette nuit que ces négociations vont être longues et difficiles. Alors vers quel type d'accord s'avance-t-on d'après vous ? Écoutez, si un accord il y a, ce sera un accord à minima où chacun va tenter de ne pas perdre la face, parce que je crois que c'est important de ne pas perdre la face. Et d'après ce que je crois comprendre dans les couloirs de l'AIEA à Vienne, on dit que déjà, s'il n'y a pas un accord le 20 juillet prochain, qui est la date butoir prévue pour qu'on parvienne à cet accord, en effet, eh bien on tentera de dire qu'il n'y a pas un échec total et qu'on pourra peut-être poursuivre ces négociations. Enfin, il est clair que le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est que d'abord la confiance totale n'est pas au rendez-vous et qu'on est en pleine période de surenchère. Chacun fait de la surenchère et subit des pressions dans son propre camp. On le voit bien. À l'intérieur de l'Iran, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Rouhani a dû s'expliquer encore plusieurs fois cette semaine à la télévision iranienne pour dire que, en effet, cet accord devrait porter ses fruits et que les Iraniens, s'il y a allègement des sanctions, pourraient vivre mieux. Or, les Iraniens ne voient rien venir. Et en plus, M. Rouhani a subi la pression des 290 membres du Parlement iranien, le Majlis, cette semaine, qui lui ont dit, en effet, et vous y faisiez allusion, Barbara, on ne touche pas au programme nucléaire iranien, on ne supprime pas, comme le demandent les Occidentaux, les infrastructures nucléaires. Donc, si vous voulez, les Occidentaux demandent qu'on supprime en grande partie des infrastructures nucléaires, qu'on réduise l'enrichissement de l'uranium en dessous de 5%. Et ça, les Iraniens ne veulent pas en entendre parler. Alors, dans ces conditions-là, et j'ajouterai même, Barbara, les Iraniens comptent aujourd'hui 19 000 centrifugeuses. On leur dit, pour qu'il y ait un accord, il faudrait que vous en gardiez 2 000 à 5 000. Et eux disent, oh ben écoutez, non, on veut en construire 50 000. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, qu'on parvienne à un accord? J'ai envie de dire que c'est un dialogue de sourds. Alors, l'ONU vient de sortir un rapport qui montre que l'Iran va même encore plus loin que ça et met en lumière les subterfuges utilisés par Téhéran pour contourner les sanctions. En gros, Téhéran s'est montré plus malin et plus discret que par le passé pour se doter de matériaux dont il a besoin pour faire avancer son programme nucléaire. Comment vous analysez ces révélations de l'ONU? Non, mais c'est juste. La nature du régime iranien, c'est la ruse, le mensonge, la manipulation permanente. Si les Occidentaux croient que les Iraniens réagissent culturellement de la même façon, je pense que vraiment ils sont aveugles et très naïfs. Je l'ai dit maintes fois et je le maintiens encore aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance à ce régime. Et il n'y a pas très longtemps, un ami diplomate d'un pays arabe qui est en poste à Vienne et qui connaît bien tous les protagonistes et qui les a côtoyés, y compris le représentant iranien, me disait les Occidentaux sont des grands naïfs. Et on disait que tous les deux, nous avions raison de penser qu'il n'y avait pas de possibilité de faire confiance à ce régime. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Les Iraniens cherchent à gagner du temps, même s'il n'y a pas d'accord à la date butoir du 20 juillet prochain, on dira on poursuit les négociations, mais pendant ce temps-là, en effet, l'Iran gagne du temps, l'Iran gagne du terrain, et puis finalement va se doter, c'est le pari que j'ai fait, j'espère le perdre, va se doter de la bombe nucléaire. Votre estimation, c'est une question d'années, de mois? Moi, je dirais que c'est moins d'un an. Et là-dessus, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a 1000 fois raison quand il appelle à la vigilance. Et de l'autre côté, vous parliez de Laurent Fabius tout à l'heure dans vos différentes émissions. Et Laurent Fabius a toujours été à la pointe, très très dur vis-à-vis de l'Iran, en disant on ne cède pas sur la centrale d'Arak qui peut fabriquer du plutonium et mener donc à la construction de la bombe nucléaire. Et là-dessus, les Français seront très très vigilants parce qu'ils ont le sentiment, en tout cas Laurent Fabius et le gouvernement français ont le sentiment que les Américains feront tout pour obtenir un accord, sauver la face et dire finalement on arrive à s'entendre avec l'Iran.
alors qu'on n'a pas envie de céder. Il faut être très très ferme avec l'Iran. Ceux qui n'ont pas compris que si on n'est pas ferme avec l'Iran, on n'obtiendra rien, eh ben n'ont rien compris. Merci beaucoup, Christian Mallard, d'avoir été avec nous ce matin. Et on continue de parler de l'Iran, où un vent de liberté souffle sur le pays. Une campagne virale connaît un succès inattendu et surprenant. L'idée est simple, des femmes se prennent en photo sans leur voile et postent ces photos sur Internet. Vous le savez, enlever son voile en Iran, normalement, c'est un geste interdit et passible de punition. Regardez ce reportage signé Shahar Peled et Léa Volbert. Une nouvelle protestation fait vibrer la toile. Des dizaines de femmes iraniennes se photographient en public, la tête découverte. Le hijab fait partie de l'idéologie de la République islamique. Ils disent que c'est même un des piliers de la République islamique. Au cours de la révolution iranienne de 1979, les femmes avaient défilé sans succès contre les strictes lois de la charia. Mais à présent, avec plus de 30 000 likes en 4 jours sur sa page Facebook et plus de 19 000 discussions sur ce phénomène, cette nouvelle forme de manifestation pourrait avoir une chance de porter ses fruits. À l'origine de cette initiative, Merci Halinejad, une blogueuse et journaliste iranienne en exil. Réputée pour sa critique des autorités iraniennes, elle encourage désormais les femmes à poster des photos d'elles sans hijab sur sa nouvelle page Facebook. C'est ce qu'a fait cette jeune femme devant ce panneau où l'on peut lire « Sœur, gardez votre hijab ». En Iran, les filles doivent, dès l'âge de 9 ans, porter des vêtements larges et couvrir leurs cheveux d'un foulard. Un code vestimentaire qui n'est pourtant pas mentionné dans le Coran, mais selon la loi iranienne, exposer une partie du corps, mis à part le visage et les mains, est passible d'une punition. La brigade des mœurs a dû arrêter des femmes, leur donner une contravention et parfois même les condamner à plusieurs coups de fouet pour les forcer à porter le hijab. L'année marque le début de la plus grande vague de répression à l'encontre des femmes iraniennes en 10 ans. La police de Téhéran avait averti des milliers d'Iraniennes à propos de leur tenue vestimentaire incompatible avec les préceptes islamiques. Des centaines d'entre elles ont été arrêtées par la suite. Depuis, la situation n'a fait que se dégrader. Le vice-chef de la police iranienne, Ahmad Reza Khadan, annonçait en 2011 que ces unités renforceraient l'application d'un code islamique éthique et vestimentaire élargi à 10 provinces du pays. Ces femmes risquent donc d'être arrêtées pour avoir enfreint la loi, mais elles ne semblent guère s'en soucier, tandis que leur appel reste au cœur du débat public mondial. Elles continuent peut-être d'espérer que le président Rouhani, relativement modéré, vienne apporter un changement imminent à la politique actuelle sur le hijab et la chasteté. Nous sommes le mercredi 14 mai, vous êtes sur i24 News et voici les grands titres à la une de l'actualité. De 200 morts dans une mine en Turquie. Le bilan n'a cessé de s'alourdir ces dernières heures. Une explosion et un incendie sont survenus hier après-midi. Plusieurs centaines d'autres mineurs sont toujours piégés sous terre malgré les efforts des secouristes. Barack Obama a rencontré le chef de l'opposition syrienne à la Maison-Blanche. Hier, le président américain a répété que Bachar al-Assad a perdu toute légitimité pour diriger la Syrie et n'a pas sa place dans l'avenir du pays. À noter dans ce contexte que le médiateur de l'ONU en Syrie a annoncé hier sa démission. L'Iran, on vient d'en parler, les grandes puissances ont donc démarré hier soir la phase la plus délicate et la plus décisive des négociations, la rédaction d'un accord final sur le programme nucléaire iranien. Washington et Téhéran se sont tous deux montrés prudents, les discussions vont s'avérer longues et très difficiles, ont-ils averti. Enfin, le feuilleton judiciaire d'Ehud Olmert ne touche pas à sa fin. Les avocats de l'ancien Premier ministre condamné hier à 6 ans de prison pour corruption ont exigé le report de son incarcération prévu le 1er septembre. Ils ont désormais 45 jours pour faire appel devant la Cour suprême de justice. On parle à présent d'un rapport qui fait grand bruit pour Amnesty International. Les séries télé, c'est très sérieux, comme 24 heures ou Homeland, ont remis au goût du jour la torture. Elle la glorifie en quelque sorte, des pratiques qui ont encore beaucoup trop lieu d'être, Betsabé. Oui, on parlait du téléphone portable qui donne des risques de cancer accrus. Ben voilà, c'est la télé qui donne des risques de torture accrus. Ces séries TV comme 24 heures ou Homeland, donc vous l'avez dit, glorifierait, c'est le terme utilisé, les actes de torture. La directrice d'Amnesty pour le Royaume-Uni, Kate Allen, pointe du doigt la popularité de ces séries télévisées d'espionnage qu'elle voit comme des sortes de pots pourris, en fait, de violence et de sévices.
Un sacré coup de pub quand même, au passage. Des séries comme 24 heures et Homeland, dit-elle, ont glorifié la torture, déclare-t-elle, pour toute une génération. Mais elle souligne aussi qu'il y a une énorme différence, bien sûr, entre la réalisation dramatique créée par les dites séries et puis son utilisation dans la vraie vie par des agents du gouvernement dans des salles de torture qui existent bel et bien. On en a parlé plusieurs fois. Alors, on se plonge un petit peu plus sur ces séries elles-mêmes. Pourquoi elles glorifient comme ça la torture? Alors, en gros, déjà, on va expliquer de quoi on parle. 24 heures, c'est l'histoire d'un responsable de la cellule antiterroriste. Apparemment, vous connaissez la série, comme quoi ça marche. Le responsable de la cellule, je ne suis pas sûre que Siri connaisse, par contre, le responsable de la... série que j'ai vue, c'est Goldorak. Il n'a pas le temps, il fait la revue de presse. Responsable de la cellule antiterroriste de Los Angeles, Jack Bauer a 24 heures pour mener sa mission à bien. Quelle est-elle? Eh bien, empêcher, bien sûr, les actions terroristes sur le territoire américain. Et en bon salarié, donc il est très parano et il voit des espions partout. En gros, il doit empêcher les assassins, l'assassinat d'un candidat à l'élection présidentielle, déjouer un complot politique, etc. Et la particularité, et qui fait le succès aussi de cette série pour beaucoup, c'est que c'est un format en temps réel. C'est-à-dire que chaque série dure 1 heure et c'est 1 heure de ces 24 heures. On parle d'Homeland à présent, 8 ans après la disparition de 2 soldats américains en Irak, eh bien l'un d'eux rentre. Et alors là, qu'est-ce qu'on se demande? Pas s'il va bien, si peut-être c'est un espion, si peut-être il va mener une attaque terroriste sur le sol américain. Et donc il y a un agent de la CIA qui se bat pour prouver ce que en fait cet homme compte faire sur le terrain. Voilà. Alors, mais vous savez, dans ces séries, les scènes sont plutôt trash, c'est souvent d'une extrême violence. Est-ce que c'est comme ça dans la réalité? Alors, si on en croit Amnesty International, et je crois qu'on peut les croire, la torture utilise encore des méthodes du Moyen-Âge. La synthèse qui a été réalisée donc, par l'ONG révèle différentes techniques de torture. Alors, je vous ai pris quelques exemples qui ne sont pas des plus joyeux. Vous pouvez voir sur ces images en même temps une des scènes de torture donc, de ces feuilletons. Donc, on a les positions qui sont douloureuses, comme au Moyen-Âge, les décharges électriques dans les parties génitales, un petit peu plus moderne, la privation de sommeil qui est particulièrement utilisée contre les personnes soupçonnées d'infractions pénales ou d'atteinte à la sécurité du pays. Ça vise notamment les dissidents et les opposants politiques. Amnesty explique la torture est non seulement toujours pratiquée, mais elle est même prospère dans de nombreux pays. On s'en sert beaucoup au nom de la sécurité nationale. Et si vous regardez les chiffres, Barbara, ça marche, puisqu'en fait, 36% des personnes interrogées ont dit qu'elles considéraient la torture comme quelque chose de parfois nécessaire et acceptable. On retrouve presque ce débat sur la peine de mort, jusqu'à où est-ce qu'on peut jouer avec la vie de quelqu'un, en tout cas punir quelqu'un. Voilà. Alors, en tout cas, en réaction à ce rapport, Amnesty a lancé une nouvelle campagne contre la torture. Ça se passe dans quel pays? Alors, principalement 5 pays qui sont visés. Vous allez les voir tout de suite sur une carte. Le Mexique, les Philippines, le Maroc et le Sahara occidental, donc le Nigeria et l'Ouzbékistan. En Syrie aussi, elle serait pratiquée à une échelle industrielle. On en a beaucoup parlé, la torture et les viols aussi. Mais il faut savoir que sur les 5 dernières années, eh bien, Amnesty affirme avoir enregistré des incidents impliquant des actes de torture dans plus de 140 pays. Donc c'est effectivement très actuel. Beaucoup de pays. Merci beaucoup Betsabé, merci beaucoup Cyril. On va vous laisser aller regarder Goldorak en toute tranquillité. À suivre, préparez-vous à accueillir les tapis rouges, les grandes robes de couturiers et une programmation de films assez impressionnante cette année. C'est évidemment le Festival de Cannes qui ouvre ses portes ce soir. Tout ce qu'il faut savoir après un nouveau journal. Que se passe-t-il sur Internet ce matin? Quel est le buzz ou le bad buzz du jour? On voit ça tout de suite dans la revue du web. On commence évidemment par la Coupe du Monde ce matin. Hier, la liste des 30 bleus, les 30 Français, a été dévoilée. Ça se passera sans Nasri et ça nous donne le tweet du jour aussi. Oui, alors pour les internautes, la liste des 23 plus 7 a plutôt fait l'unanimité. Et il y en avait une par contre qui n'était pas du tout contente. C'est Anara Atanes, mannequin de profession et surtout compagne de Samir Nasri, le joueur de Manchester City, qui, vous l'avez dit, regardera donc la Coupe du Monde de son canapé. Anara a donc lâché, peu après l'annonce de la liste de Didier Deschamps, ce tweet Fuck Friends and fuck Deschamps, what a shit manager. Pas besoin de vous traduire, à moins que ça, vous insistiez. Je pense que c'est clair. Voilà. Non, ça me paraît clair. Oui, ça,
je voilà. comprends. Alors ce tweet a fait un énorme buzz, 25 000 retweets en quelques heures. Quant à Nasri lui-même, lui, il a préféré philosopher. Voici sa tweet réaction. Merci à tous pour vos messages de soutien. C'est la vie. Une autre Coupe du Monde à la maison. Ce qui ne tue pas rend plus Avec fort. une faute d'orthographe. Au-delà, au-delà Wow. de l'hommage à ses fans, vous noterez donc cet hommage à l'orthographe. Voilà, l'hommage à l'orthographe française signé Nasri. Le dommage à l'orthographe, oui. Alors il dit à un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde, c'est un peu la panique dans le rang des organisateurs, les stades ne sont pas prêts du tout. Oui, alors nous sommes à moins d'un mois du début donc, de cette 20e Coupe du Monde qui se déroulera à partir du 12 juin au Brésil. Et au lieu de parler finalement de ballon rond pour célébrer ce mois, ce J-1 mois, la presse du monde entier a parlé plutôt de bâtiments et de ces 4 stades, Sao Paulo, Curitiba, Cuiabá et Porto Alegre, qui ne sont pas encore finis. 7 ans de travaux qui vont donc s'achever dans un sprint final d'un mois et une tension sociale qui est palpable au Brésil. 41% des Brésiliens ne soutiennent pas cette Coupe du Monde alors qu'ils étaient moins de 10% il y a quelques années. Alors sur Internet, les réactions ont été nombreuses sur ce sujet. Alors bien sûr, on ironise avec cette image parodique d'Omem qui dit que tout va bien au Brésil, il ne reste plus que 2 ou 3 sièges à placer. C'est un peu exagéré, mais s'il est vrai qu'on connaît déjà, on sait que déjà certaines infrastructures ne seront pas prêtes. Par exemple, l'agrandissement de l'aéroport sont condamnés à ne pas être prêts dans les temps. Ça c'est sûr, ça n'arrivera pas. Et ce, malgré un budget littéralement explosé, 2,76 milliards d'euros, soit une augmentation de budget de 285%. C'est ce que nous prouve en couleur cette infographie relayée par le compte Twitter des Cahiers du football, un site internet qui parle de football différemment. Et cette finition des stades à la va-vite était crainte de longue date, comme en témoigne ce tweet qui date du 18 juin dernier. Si vous avez pris des billets pour la Coupe du Monde l'année prochaine, priez pour que les stades soient terminés. On prie en tout cas pour le Brésil. Vous parlez de tension sociale dans le pays, c'est une tension en tout cas qui a été ravivée la semaine dernière, jeudi dernier, par la mort d'un 8e ouvrier sur les chantiers de la Coupe du Monde. Oui, et les internautes voient cet accident comme la cause directe de la pression mise par la FIFA et par la précipitation des organisateurs. Cet ouvrier est mort électrocuté en branchant un système de communication. Et comme vous le voyez avec ces 2 tweets, les internautes verraient d'un très mauvais œil l'oubli d'une minute de silence à la mémoire de ces ouvriers qui ont construit les stades. Et en parlant de Coupe du Monde, mais celle de 2022, selon une ONG, il y aurait 1 mort par jour sur les chantiers des stades du Qatar, qui sont très souvent d'origine népalaise. Ça fait déjà 400 morts déjà. Bon, on suivra de près en tout cas ces préparatifs pour le Brésil. Le web revient ce matin aussi, Rudy, sur le coup d'envoi en début de semaine de la campagne présidentielle en Syrie. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Ou pas, la campagne présidentielle pour la première élection de ce genre depuis 50 ans en Syrie est lancée au programme pluralisme, liberté d'expression. En tout cas, c'est ce qu'aimerait faire croire aux Syriens et surtout au monde le régime de Bachar el-Assad. En réalité, on est en train d'assister à ces élections prévues le 3 juin, un simulacre de démocratie. Bachar el-Assad se la joue campagne moderne et progressiste, et qui dit moderne, vous l'avez vu, dit compte Facebook et dit compte Twitter, qui montre le cynisme et le dynamisme aussi extraordinaire de la campagne de Bachar el-Assad. Comme vous voyez sur cette image tweetée, sur une autre image tweetée depuis les rues de Syrie, le slogan de la campagne c'est Sawa, ce qui veut dire ensemble en arabe. Il y a même un jingle officiel aux accents ultra patriotiques. On va regarder pour le plaisir. Peut-être dans pas. Quelques secondes. Peut-être. Allez, on va essayer d'y revenir. Quoi d'autre ? Écoutez, en tout cas, c'est un jingle qui montre donc Sawa, donc ça veut dire ensemble, pas tout à fait, car seules les zones contrôlées par le régime syrien seront soumises au vote. Donc les zones aux mains des opposants ne pourront pas voter. La télé officielle syrienne exhorte les citoyens à se rendre aux urnes, quel que soit leur choix, bien sûr. Et le choix, ils l'auront entre Bachar el-Assad, bien sûr, et de faire valoir Maher al-Hadjar, un député indépendant du Parti communiste, ancien membre du Parti communiste, et Hassan al-Nouri, un homme d'affaires qui a été membre d'une formation de l'opposition tolérée. On les voit.
Comment les internautes réagissent à cette campagne virale de Bachar al-Assad? Ils ne tombent pas dans le panneau. Certains Syriens soutiennent Bachar al-Assad clairement sur Internet, mais on dénonce cette farce et on s'en amuse. Une image qui est beaucoup partagée par les internautes, celle du pluralisme politique vu par Bachar el-Assad. On voit plusieurs versions de dictateurs syriens. On ne la voit pas cette image, mais en fait c'est voilà, on la voit, Bachar el-Assad, et on voit donc tous les candidats, tous aussi différents, avec des points de vue différents. Alors une autre image beaucoup partagée sur Internet. Vous l'avez fait, c'est avec moi, non? Non, j'attends la blague là. Pas du tout, ça sera pour tout à l'heure. D'accord, je me disais que la minute Virginie manquait là. Non, elle arrive. Cette caricature signée Dev Granlund, ce qui illustre le choix qu'auront à faire les Syriens le 3 juin prochain, c'est clair. Voilà, c'est clair et pas très réjouissant. Rudy, on finit par un speed dating politique. Oui, dans une semaine, les Européens auront à élire 766 députés qui siègent à Bruxelles et à Strasbourg. Difficile de s'y retrouver. Alors, le site Polytinder a décidé de surfer sur le succès de l'application Tinder de rencontres. Johan, vous en a parlé souvent dans le Morning. Tinder est une application qui compare les points communs entre deux individus pour faire se rencontrer des célibataires. Et bien sûr, Polytinder, on vous fait d'abord répondre à une dizaine de questions sur vos opinions politiques. Par exemple, est-ce qu'il faut imposer les transactions des banques? Est-ce que les pollueurs doivent payer plus? Ou encore, est-ce que l'Union européenne doit se doter d'une armée? Et à la fin du quiz, on vous propose des photos de députés déjà en poste et on va vous demander si vous aimeriez les rencontrer. Et si vous répondez oui, l'application vous révèle si vos idées collent à l'image du député que vous voyez sur la photo. Une manière donc de mettre des visages sur la démocratie européenne, souvent décrite comme compliquée, voire carrément opaque. Alors j'ai fait le test pour vous, Barbara, surprise. Et donc voilà votre candidat qui sort. On va le voir, c'est Cyril Hamar. Bien qu'il ne se présente pas. Oui. Et voilà. Il n'est pas commissaire européen, mais peut-être commissaire européen à la revue de presse, on ne sait pas. Alors côté Virginie, j'ai fait le même test sur les idées politiques. Elle voterait, on va le voir, pour une Europe. Ah, je dis oui. Voilà, Virginie pour l'Europe du muscle, ça sera le slogan de sa campagne. Ça nous va bien, merci Rudy. Merci à vous. Bien fait votre boulot de journaliste, vous avez fait une vraie recherche. Une vraie enquête. On parle à présent de Benjamin Millepied. Vous savez qui c'est, Benjamin Millepied? Le mari de Nathalie Portman. Exactement, mais c'est aussi un... Beau gosse aussi, hein. Ouais, il fait partie de l'Europe du muscle. Alors, Benjamin Millepied, on en parle parce qu'il a un agenda très chargé. En ce moment, il prend les rênes de l'Opéra de Paris. Ce sera à l'automne et depuis samedi, on peut découvrir sa dernière création à l'Opéra Bastille. Et puis surtout, il déménage avec sa femme et son enfant. Vous l'avez dit, hein, sa femme, c'est Nathalie Portman, à Paris après plusieurs années américaines. C'est un reportage signé par les équipes du Culture Mag. Benjamin Millepied, le nouveau directeur de la danse de l'Opéra de Paris, prendra ses fonctions à l'automne 2014. Le jeune chorégraphe, mari de l'actrice Nathalie Portman, donne le ton avec sa nouvelle création, Daphne et Chloé, une œuvre inspirée d'un roman grec datant du IIe siècle. C'est le ballet le plus ambitieux parce que c'est la partition la plus difficile finalement à conquérir, parce que c'est une heure, c'est une musique qui est très 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 belle, hein, mais des fois il y a des longs moments comme ça qui sont écrits pour de la pantomime, où ça parfois les rythmes ne s'engagent pas forcément dans des danses, où ça fait que avancer, reculer, donc c'est très 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 difficile. C'est Brigitte Lefebvre, l'ex-directrice de la danse à l'Opéra de Paris, qui a eu l'idée de confier le ballet il y a 2 ans à Benjamin Millepied, bien avant qu'il soit nommé pour lui succéder en novembre prochain. Le potentiel est énorme, c'est une compagnie absolument fantastique, il y a plus de danseurs talentueux avec énormément de facilité que dans n'importe quelle compagnie au monde, ça c'est sûr. Donc pour moi c'est de l'or, c'est vraiment une opportunité extraordinaire. Millepied a fait ses débuts au New York City Ballet où il est nommé danseur étoile et a dansé les grands ballets de Jérôme Robin et Georges Balanchine. En 2011, il lance sa propre compagnie de danse à Los Angeles. Après la réalisation de son rêve américain et un passage en Israël avec son épouse, Millepied revient avec sa nouvelle famille dans son pays natal. C'est pas très compliqué, on va venir vivre à Paris, hein. C'est un changement, c'est une chance dans une vie de pouvoir vivre à Paris pour nous, parce que ça fait 20 ans que j'habite à New York et voilà, on est ravis de l'expérience qui nous attend ici. En plus, bon, j'ai beaucoup à découvrir quelque part, je connais bien l'Amérique maintenant, je connais un petit peu l'Europe, mais je vais apprendre plein de choses.
Daphne et Chloé, ce sera à l'Opéra Bastille du 10 mai au 8 juin prochain. Et on continue dans le glamour. Préparez-vous à accueillir le tapis rouge, les grandes robes de couturiers. Je suis très impatiente. Et une programmation dont on va parler maintenant avec vous, Virginie, c'est évidemment le Festival de Cannes qui ouvre ses portes ce soir. Évidemment, j'ai pas prévu ma robe, mais ça sera pour cette semaine. Et oui, la 67e édition du Festival de Cannes ouvre ses portes aujourd'hui, et ce jusqu'au 25 mai. Un événement de prestige, on en a l'habitude, animé par Lambert Wilson et un jury de taille, présidé par la grande productrice et réalisatrice Jane Campion, et composé notamment de l'actrice Carole Bouquet ou encore de la réalisatrice Sofia Coppola qu'on ne présente plus. Un dîner qui sera orchestré par Christian Sinicropi. Alors lui, c'est un chef doublement étoilé du restaurant La Palme d'Or du Martinez qui devrait réunir le jury et le critique réalisateur Gilles Jacob ce soir. Alors en ce moment même, des milliers d'ouvriers, de techniciens travaillent dur dans le palais des festivals, sur les plages et dans les rues de la ville. On attend à peu près 4500 journalistes du monde entier pour ce festival, à compter quelques 30 000 professionnels qui devraient y assister. Mais aujourd'hui, parmi les 18 films qui seront présentés dans 24 salles, je vous ai préparé une petite sélection. Le premier film, c'est Grâce de Monaco, un film glamour qui s'est attiré les foudres de la famille royale. Une sortie qui a dû être repoussée, une famille princière très en colère et un conflit artistique entre Olivier Dahan et son distributeur américain. Un cocktail parfait pour une ouverture de festival comme il se doit. Pour la petite histoire, on est en 1962, Caroline et Albert sont nés et Grace, jouée par Nicole Kidman, a du mal à endosser son habit de princesse. Elle préfère Hollywood alors que Monaco est en plein conflit avec la France. Je vous propose de regarder. Some of you ask, why did I leave Hollywood? Well, I left because I fell in love with a charming prince. Hitchcock offered me a role. Were you considering accepting? I miss it. I can be a mother and a wife and hold down 2 jobs without the people getting too upset, can't I? What about the prince? What about the prince? The prince is very supportive. Voilà pour Grace Kelly, on poursuit Virginie avec le film le plus attendu de ce festival. Effectivement, il s'agit de Saint-Laurent de Bertrand Bonello. Après la collection automne-hiver d'Yves Saint-Laurent selon Jalil Lesper, eh bien c'est qui était avec Pierre Ninet. Bertrand Bonello propose la collection printemps-été avec le beau gosse Gaspard Ulliel. Si ce biopic a été réalisé dans le plus grand secret, eh bien c'est le Festival de Cannes qui aura l'honneur de lever le rideau sur cette œuvre qui retrace, eh bien elle, plutôt la période entre 1965 et 1976 du couturier. Défilés et secrets sont au rendez-vous, mais ces liaisons amoureuses ne sont plus au cœur du film. Les comparaisons ne manqueront pas de fuser sur la croisette. Ce sera donc à vous, à nous, de juger laquelle de ces 2 versions est la meilleure. Ça marche, on le fera. Un mot du film le plus compliqué peut-être de cette sélection. Effectivement, alors le plus compliqué, oui, pourquoi ? Parce que ça se passe à Berlin et Hitler est de retour. Alors dans ce film intitulé « Il est de retour », on a le droit à un Führer dont le père est juif, un homme finalement humanisé qui fait de la télé-réalité et qui devient une star médiatique dans un monde ultra connecté. L'écrivain allemand Timur Werms, qui a donné l'idée de ce film, avait déjà créé la polémique. Son best-seller a été vendu à 1,5 million d'exemplaires en Allemagne. Peut-on faire de l'humour avec ce personnage atroce ? Peut-on l'utiliser pour se faire une masse d'argent ? Peu importe la réponse, le film a été commandé dans le monde entier et c'est à Cannes qu'il sera projeté pour la première fois. Je vous propose tout de suite un petit tour en images d'animation réalisée par les équipes de l'écrivain allemand. Regardez ce que ça donne, ça vous donnera l'idée globale de ce film. Sagen Sie mal, Sawatzki, wo ist denn da jetzt dieser Dings? Sie wissen schon, dieser kleine... Wieso denn der? Wo haben Sie denn den her? Ich dachte, den hätte ich schon 1940 gründlichst entfernt, sogar mit einem Sichelschnitt. Nein, ich bitte Sie, schauen Sie doch mal in Ihren Kalender. So laufe ich ja seit 1919 nicht mehr rum. Damit sieht man ja heutzutage aus wie dieser Sauker, dieser Yilmaz aus der Reinigung. Voilà, chacun se fera une idée. On termine avec un mot du film de clôture. Et oui, une fois n'est pas coutume, c'est encore un film restauré en numérique et haute définition qui fermera le festival en toute beauté pour une poignée de $. C'est Sans nom de Sergio Leone. Alors on a connu le film en 1964, et bien aujourd'hui il est présenté par l'américain Quentin Tarantino et restauré par la Cinétessa de Bologne. Un film dont certains extraits seront présentés par la sublime Salma Hayek, qui est aussi l'une des productrices et qui sera
projeté dans des conditions exceptionnelles, mais je n'en dirai pas plus. N'en dites pas plus. Beaucoup d'autres infos sur le Festival de Cannes. Ce sera dans le suivra. Culture Mag aujourd'hui et toute la semaine. Merci beaucoup Virginie. Merci Rudy. Et merci à vous surtout d'avoir choisi le Morning ce matin pour vous informer. Passez une très belle journée. Portez-vous bien.